de la fête d'anniversaire de mon fils, ma sœur Christine lui a enfoncé le visage dans le gâteau, alors même que je l'avais prévenue à plusieurs reprises de ne pas faire cette blague. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre famille à jamais. Ma grand-mère de 78 ans s'est levée et a fait quelque chose que personne dans la famille n'avait jamais eu le courage de faire. Elle nous a donné une leçon de respect d'une manière que nous n'oublierons jamais. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après. Je l'avais prévenue 2 fois. Mais elle a ri en pleine figure. Ce qui est arrivé ce jour-là a gâché une fête, brisé le cœur de mon fils et divisé la famille d'une façon à laquelle personne ne s'attendait. Et ce que ma grand-mère a fait. Personne n'y était préparé. Pas même moi. Je m'appelle Mario, j'ai 34 ans, je suis ingénieur en mécanique et je vis à Austin, au Texas. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite exactement il y a 1 an, et aujourd'hui encore j'ai du mal à croire qu'un simple gâteau d'anniversaire ait pu briser une famille et qu'il ait fallu une femme de 78 ans pour nous donner la plus grande leçon de respect que nous ayons jamais reçue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter ma famille. Ma femme, Tay, a 32 ans et est enseignante. Elle a une personnalité douce, mais des principes très clairs, surtout quand il s'agit de notre fils, Jadon. Notre petit garçon de 11 ans est plutôt introverti et sensible. Au lieu de courir et de jouer dehors comme la plupart des enfants, il préfère lire et construire dans sa chambre d'immenses châteaux en Lego. Ma sœur Christine a 25 ans et travaille dans le marketing d'une start-up. Christine est du genre à avoir une confiance excessive en elle et à vouloir toujours être le centre de l'attention à chaque fête, et c'est là que réside le problème. Elle a été gâtée de façon démesurée depuis l'enfance. Mon père, Larry, est retraité d'une compagnie d'assurance. C'est un homme très traditionnel, mais qui favorise clairement sa fille. Christine est née prématurée, et il s'est toujours senti coupable de cela. Toute sa vie, il a trouvé des excuses à son comportement. Chaque fois que quelqu'un se plaint de Christine, il répond aussitôt, « Elle veut juste que tout le monde s'amuse ». Ma mère, Brenda, travaille à mi-temps dans une bibliothèque. C'est une femme gentille, mais qui évite les conflits autant que possible. Lorsqu'il y a des tensions familiales, elle dit souvent, « Je sais que Christine a tort, mais ton père la défendra toujours ». Avec le temps, cela n'a fait qu'empirer. Et enfin, ma grand-mère Cynthia, 78 ans. Elle a été charpentière pendant 40 ans, vit de manière indépendante et possède une boussole morale extrêmement bien définie. Un jour, elle m'a dit, « Fils, parfois il faut un marteau plutôt que des mots ». J'ai ri sur le moment, pensant que ce n'était qu'une de ses expressions. Je ne savais pas encore qu'elle était sérieuse. Pour comprendre ce qui allait arriver à notre famille, je dois d'abord raconter un épisode qui s'est produit 6 mois avant la fête d'anniversaire de mon fils. C'était lors d'un barbecue familial organisé pour mon propre anniversaire. Tout se passait normalement jusqu'au moment de couper le gâteau. Au moment où je me suis penchée pour souffler les bougies, Christine a surgi derrière moi et a poussé mon visage dans le gâteau au chocolat. La crème et la génoise se sont étalées sur tout mon visage, tandis que ma sœur éclatait de rire comme si elle venait de faire la meilleure blague du monde. En essuyant mon visage, j'ai aperçu Jadon à quelques mètres, les yeux écarquillés de peur. Ce soir-là, pendant que Tay lui donnait son bain, il s'est tourné vers elle et lui a dit « Je ne veux pas que tante Christine me fasse ça ». Quand elle m'a répété ces mots, j'ai senti mon cœur se serrer. Ce même soir, j'ai appelé Christine. Dès qu'elle a décroché, je suis allé droit au but. « J'espère que tu ne penses pas à faire ça à mon fils. » Mais au lieu de s'excuser, elle a répliqué. « Tu fais tout un drame pour rien. C'était juste une blague. » Puis elle a raccroché. À ce moment-là, je pensais avoir mis les choses au clair avec Christine. Je croyais qu'elle avait compris. J'avais complètement tort. 1 mois plus tard, arriva l'anniversaire des 11 ans de Jadon. Nous avions décidé d'organiser la fête chez mes parents, puisqu'ils ont un grand jardin et une piscine, parfait pour une fête d'enfants. Jadon avait choisi son gâteau 3 semaines à l'avance. Il avait passé des heures sur Internet à regarder des centaines de modèles avant de se décider. C'était le gâteau de ses rêves, un château en chocolat avec des tours de glaçage et de petites bannières au sommet. Tay avait passé toute la semaine à préparer la fête. Elle avait décoré tout le jardin sur le thème de la « nuit médiévale », avec des drapeaux bleus et argentés, des boucliers en carton,
et avait même loué un costume complet de chevalier pour Jadon. Elle avait aussi invité les amis les plus proches de notre fils, ceux avec qui il avait vraiment tissé des liens à l'école et au cours de Lego. Le matin de son anniversaire, alors que Té terminait de préparer la nourriture, Jadon est venu me trouver dans le garage. Il est resté silencieux près de la voiture, puis a levé les yeux vers moi avec inquiétude et a demandé. « Papa, tata Christine ne va rien faire à mon gâteau, n'est-ce pas ?» En entendant ça, mon cœur s'est serré. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur et je l'ai rassurée. J'en ai déjà parlé avec elle. Aujourd'hui, c'est ta journée, mon fils. Je n'ai pas dit à Té que, toute la semaine, j'avais remarqué Jadon immobile devant le miroir de la salle de bain, répétant comment souffler les bougies. Il inspirait profondément, fermait les yeux et murmurait le vœu spécial qu'il gardait uniquement pour ce moment-là. La fête a commencé parfaitement. Les 8 amis de Jadon sont arrivés à 14 heures, tous émerveillés par les décorations de château que Té avait préparées. Les enfants couraient dans le jardin, jouaient à la chasse au trésor et n'arrêtaient pas d'admirer le costume de chevalier que Jadon portait. L'air était rempli de rire. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Christine arrive. À 14h45, la Honda Civic rouge de ma sœur s'est garée devant la maison. Christine en est sortie vêtue d'un haut rose fluo, d'un short en jean déchiré et de bottes hautes. Elle voulait être le centre de l'attention même à une fête d'enfants. Dès qu'elle a claqué la portière, elle a levé les 2 bras et crié. « Mon petit homme est prêt pour la surprise ?» En entendant ça, Té m'a lancé un regard d'alerte. J'ai tout de suite compris. Je me suis précipitée vers ma sœur, je me suis approchée et j'ai murmuré. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Christine a agité la main avec mépris et a répondu d'un ton dédaigneux. « Tu t'inquiètes trop. Je veux juste lui souhaiter un joyeux anniversaire. » J'ai hoché la tête, mais j'ai décidé de ne pas la quitter des yeux pour le reste de la fête. 1 heure plus tard, est arrivé le moment le plus important de la journée, celui du gâteau. Té a apporté l'incroyable château en chocolat et l'a posé sur la table décorée dans le jardin. Les enfants se sont rassemblés autour de Jadon, les yeux brillants devant cette œuvre d'art sucré. Jadon s'est placé devant le gâteau, arborant le plus beau sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Té a allumé les 11 bougies, et tous les amis ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Les voix des 8 enfants se mêlaient en un chœur doux et harmonieux. Jadon a fermé les yeux, prêt à faire le vœu qu'il répétait depuis des jours. Il a inspiré profondément pour souffler les bougies. C'est alors que j'ai vu une silhouette rose s'approcher derrière lui. Avant que je puisse réagir, Christine s'est jetée en avant et a enfoncé le visage de Jadon directement dans le château de chocolat. Le bruit de l'impact de son visage contre le gâteau a résonné dans le jardin. La crème et le glaçage ont éclaboussé de tous côtés. Mais le pire n'était pas là. L'une des bougies était encore allumée et a touché la joue gauche de Jadon, lui laissant une légère brûlure. La scène était si choquante que tout le monde est resté figé. Les 8 camarades de Jadon se sont immobilisés. Les 2 plus jeunes, Emma et Tyler, se sont mis à pleurer de peur. Ils n'avaient jamais vu un adulte faire quelque chose d'aussi effrayant à un enfant. L'atmosphère joyeuse de la fête s'est évaporée. Elle a été remplacée par un silence lourd, étouffant, chargé d'incrédulité. Jadon est resté complètement immobile pendant 5 longues secondes. La crème au chocolat dégoulinait de ses cheveux le long de son visage, et des miettes de gâteau collaient à son costume de chevalier. Puis, il a éclaté en sanglots. Immédiatement, Té s'est précipitée vers lui et l'a enveloppé dans ses bras, sa voix tremblante tandis qu'elle murmurait. « Tout va bien, mon amour. Maman est là. » Quant à moi, j'étais paralysée, abasourdie. Quelques secondes plus tard, je me suis tournée vers Christine et j'ai demandé. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Au lieu de montrer le moindre signe de regret, Christine a laissé échapper un rire nerveux et a répondu. « Ce n'était qu'une blague. Je fais ça avec tout le monde. » En entendant cela, je me suis approchée de ma sœur et j'ai dit d'une voix ferme. « Je t'avais dit de ne jamais faire ça à mon fils. » À peine avais-je terminé ma phrase que mon père s'est levé de sa chaise et a élevé la voix. « Ne parle pas à ta sœur sur ce ton. » Pendant ce temps, ma mère s'est discrètement tournée vers Christine et lui a dit d'un ton bas. « Tu devrais présenter tes excuses à Jadon. »
Le chaos de la scène a complètement bouleversé les 8 amis de Jadon. Marcus, un des garçons, s'est approché et a serré Jadon dans ses bras, la voix pleine d'inquiétude. « Ça va ?» Une petite fille nommée Emma est restée quelques pas en arrière, fixant Christine et disant « Elle est méchante. » Les parents qui commençaient à arriver pour récupérer leurs enfants ont assisté à toute la scène. Ils échangeaient des regards inquiets, incertains de devoir intervenir ou non. Certains ont commencé à chuchoter entre eux, visiblement mal à l'aise face à ce qu'ils venaient de voir. Plus personne ne prêtait attention au château en chocolat détruit ni aux cadeaux encore emballés. La fête d'anniversaire s'était transformée en désastre. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment protéger mon fils d'une nouvelle douleur. Jadon tremblait encore dans les bras de Tay, le visage couvert de larmes mêlées au glaçage au chocolat. Ce n'était pas l'anniversaire dont il avait rêvé. C'est alors que ma grand-mère s'est levée de sa chaise, au milieu de cette tension étouffante. Sa voix était basse et ferme lorsqu'elle déclara « Écoutez-moi tous. » Dès qu'elle parla, tout le jardin se tut. J'ai remarqué que même les enfants la regardaient avec un mélange de curiosité et de nervosité. Quelques secondes plus tard, elle fixa directement Christine et demanda « Tu avais été clairement prévenue. Pourquoi l'as-tu fait malgré tout ?» Visiblement mal à l'aise, Christine balbutia. « Mamie, je voulais juste que tout le monde s'amuse. » Mais ma grand-mère l'interrompit avec fermeté. « Est-ce que Jadon s'amuse ? Regarde son visage. » J'ai vu Christine commencer à trembler légèrement. Elle n'avait pas l'habitude d'être confrontée de cette façon. Pendant ce temps, Jadon pleurait toujours dans les bras de Tay, le visage souillé de glaçage et de larmes. Ma grand-mère s'est alors tournée vers mon père, le fixant d'un regard ferme et sérieux, et demanda « Fils, vois-tu ton petit-fils pleurer ?» Aussitôt, mon père répondit d'un ton sec. « Ne viens pas me dire comment élever mon petit-fils. Cela revient aux parents, pas aux grands-parents. » Après cette réponse, ma grand-mère est restée silencieuse, le fixant avec intensité. Personne n'osait même respirer bruyamment. Même les enfants avaient compris que l'air était devenu plus lourd. Ma mère avait baissé la tête, évitant le regard de tout le monde. Les autres parents restaient immobiles, ne sachant pas s'ils devaient partir ou rester. Au milieu de ce silence tendu, tout ce qu'on entendait, c'étaient les sanglots de Jadon et le vent qui passait dans les feuilles du jardin. Ma grand-mère gardait les yeux fixés sur le visage de mon père, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle croyait savoir de lui. Finalement, ma grand-mère s'est contentée de dire « Très bien. J'ai compris. » La façon dont elle l'a dit m'a donné des frissons. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus profond dans son ton, quelque chose de définitif, de résolu. Une conclusion silencieuse. Pendant ce temps, Tay tenait Jadon serré contre elle, me lança un regard lourd de sens et lui murmura « On rentre à la maison, mon amour. » À ce moment-là, j'ai su, ma femme avait atteint sa limite. La fête d'anniversaire se terminait de la pire des façons. Quand nous avons décidé qu'il était temps de partir, j'ai pris nos manteaux, je me suis tournée vers Christine et j'ai dit « Tu dois réfléchir à ce que tu viens de faire. » Mais au lieu de réfléchir, Christine répliqua aussitôt « Franchement, quel drame. Ce n'était qu'une blague. » C'est à cet instant qu'une triste évidence m'a frappée de plein fouet. Personne dans la famille de mes parents n'a essayé de nous retenir. Aucune excuse. Aucune tentative de réparer la situation. Ils se contentaient de nous regarder partir comme si nous étions les fautifs. Ma grand-mère s'est levée elle aussi. Elle a jeté un dernier regard à mon père, les yeux chargés de déception, et a dit « Adieu. » Et ce n'était pas un « à bientôt ». C'était un véritable adieu. Quelque chose avait changé dans notre famille. Quelque chose qui ne pourrait plus jamais être défait. Et nous n'étions pas les seuls à le ressentir. 3 autres familles ont également commencé à rassembler leurs enfants en silence et sont partis plus tôt. Personne n'a donné d'explication. Ils ont simplement pris leurs affaires et quitté les lieux sans un mot. J'ai vu les parents échanger des regards gênés, clairement, ils ne voulaient pas que leurs enfants restent dans une telle atmosphère. Après notre départ et celui des autres, j'ai entendu mon père grommeler. Ces gens sont ridicules. Ils font tout un scandale pour une bêtise. En entendant ça de l'extérieur,
une profonde tristesse m'a envahi. Il ne comprenait toujours pas. Il n'arrivait pas à voir pourquoi tout le monde avait réagi ainsi. Christine était assise sur une chaise, fixant ses mains encore couvertes de glaçage. Pour la première fois, elle semblait réellement perdue. Peut-être commençait-elle enfin à réaliser que personne n'avait ri de sa blague. Ma mère a poussé un soupir. Elle a commencé à nettoyer les miettes de gâteau éparpillées sur la table. Sa voix était basse, lasse, lorsqu'elle a murmuré. Cet anniversaire, quel gâchis. Sur le chemin du retour, Jadon est resté complètement silencieux. Tess s'est assise à côté de lui sur la banquette arrière, le tenant doucement et essuyant les derniers morceaux de crème sur son visage. Personne n'a prononcé un mot durant tout le trajet. La maison de mes parents, qui représentait autrefois la chaleur de mon enfance, me paraissait désormais étrangère. À notre arrivée à la maison, Jadon a refusé de dîner. Il voulait seulement se coucher. Il s'est enfoui sous les couvertures et n'a voulu parler à personne. Thé est monté pour l'aider à se changer. En nettoyant les dernières traces de glaçage sur son visage, elle a remarqué une petite brûlure laissée par la bougie encore allumée, juste sur sa joue gauche. Ce n'était pas grave, mais la peau était bel et bien brûlée. Il faut l'emmener chez le médecin pour vérifier ça, dit-elle, la voix pleine d'inquiétude, tout en soignant délicatement la petite plaie avec un pansement. C'est alors que Jadon leva ses yeux rouges et gonflés vers sa mère et demanda. « Maman, pourquoi tante Christine me déteste ?» La question fit figer Thé. Elle ne savait pas comment expliquer le comportement d'un adulte d'une façon qu'un enfant de 11 ans puisse comprendre. Au final, elle s'est contentée de le serrer très fort contre elle, incapable de prononcer un mot. J'étais debout dans l'embrasure de la porte, observant ma femme et mon fils, et j'ai senti mon cœur se briser. Comment expliquer que tante Christine ne le détestait pas? Qu'elle n'avait simplement jamais appris à respecter les autres? Après que Jadon se soit endormi, j'ai appelé ma grand-mère. Lorsqu'elle a décroché, je lui ai dit. Merci d'être intervenue aujourd'hui. Elle est restée silencieuse un instant, puis a répondu d'une voix ferme. Fils, je n'en ai pas encore terminé. La façon dont elle a dit ça m'a donné des frissons. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus profond, une détermination définitive dans son ton. Je savais que ma grand-mère n'était pas du genre à parler pour rien. Si elle disait qu'elle allait faire quelque chose, elle le faisait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à côté de Thé, les yeux fixés au plafond, je me suis surpris à penser. Est-ce que je protégeais vraiment mon fils? Peut-être était-il temps de prendre des décisions difficiles, pour protéger la famille qui comptait vraiment. Le lendemain matin, à 5 heures, ma grand-mère est apparue chez nous. Elle a frappé à la porte et m'a dit de me lever pour l'accompagner chez mes parents. Elle a dit. J'ai quelque chose à faire. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait. Alors je me suis habillée en silence et je l'ai suivie. Exactement à 6 heures, de grands coups résonnèrent contre la porte d'entrée de la maison de mes parents. Mamie était dehors, frappant sans relâche jusqu'à ce que quelqu'un finisse par ouvrir. C'est ma mère qui a ouvert, surprise de voir ma grand-mère vêtue de ses vieux habits de travail, une chemise à carreaux en flanelle, un jean épais, comme à l'époque où elle travaillait comme charpentière. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était le grand sac en cuir qu'elle portait. Il paraissait lourd. Sans même saluer, elle dit à ma mère. Rassemblez tout le monde. J'ai quelque chose à dire. 10 minutes plus tard, toute la famille était réunie dans le salon. Mon père, assis sur le canapé, affichait une mine fermée, clairement agacé d'avoir été réveillé si tôt. Christine descendit les escaliers en pyjama rose, les cheveux en bataille et les yeux encore gonflés de sommeil. Ma grand-mère se tenait debout au centre de la pièce, regarda autour d'elle et déclara d'une voix claire. C'est votre dernière chance. Christine doit présenter ses excuses à Jadon. Ici, devant toute la famille. À peine avait-elle terminé que Christine secoua la tête et répondit. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Ce n'était qu'une blague. En entendant cela, Mamie se tourna vers mon père avec un regard glacial et dit. Tolérer les mauvais comportements a des conséquences. Mon père laissa échapper un petit rire sec et sarcastique. Fais ce que tu veux. Je n'ai pas peur. Ma grand-mère le fixa encore quelques secondes puis répéta, avec le même calme tranchant que toujours.
Très bien. J'ai assez parlé. La manière dont elle l'a dit a rendu l'air dans la pièce lourd comme du plomb. Ma mère sembla ressentir ce poids et murmura à mon père. Tu devrais l'écouter. Mais il resta obstiné. Il agita la main avec mépris et marmonna. Elle est vieille. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire, après tout? Ma grand-mère ne répliqua pas. Elle ne cria pas. Elle ne perdit pas son sang-froid. Elle se pencha simplement, attrapa le lourd sac en cuir, se redressa et fixa mon père droit dans les yeux. À cet instant, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Un calme glacial forgé par une vie entière à devoir se défendre seule. Christine commença à paraître mal à l'aise. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait du soutien, mais elle ne trouva rien d'autre que du silence. Même mon père ne semblait pas à l'aise sous le regard de ma grand-mère. Elle fixa Christine une dernière fois et demanda. « Tu ne veux vraiment pas t'excuser » Malgré la peur visible dans ses yeux, Christine secoua encore la tête et dit. « Je n'ai rien fait de mal. » Ma grand-mère acquiesça, comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle serra fermement son sac en cuir, se tourna vers la porte et fit une courte pause avant de sortir. Puis, elle dit calmement. « Je sais ce que je dois faire. » Après son départ, la pièce plongea dans un silence total. Christine regarda mon père avec des yeux inquiets, comme si, pour la première fois, elle réalisait qu'il existait des conséquences, et que peut-être lui non plus ne pourrait pas la protéger cette fois. Quelques minutes plus tard, déjà dehors, un bruit fort et assourdissant retentit à l'avant de la maison. Un fracas, comme si du verre avait éclaté sous la violence d'un choc. Le vacarme réveilla tout le voisinage. Mamie se tenait à côté de la Mustang rouge 1995 de mon père, tenant dans ses mains une vieille batte de baseball en bois, la même avec laquelle je jouais quand j'étais enfant. Elle venait de briser le pare-brise avant, et des morceaux de verre étaient éparpillés sur toute l'allée du garage. Mon père sortit en courant de la maison, en pyjama et pieds nus, en criant. « Tu es devenue folle ? C'est une voiture de collection. » Cette Mustang était sa fierté et sa joie. Il avait passé 3 ans à la restaurer, transformant une épave en une machine vintage impeccable. Le week-end, il restait assis des heures à côté de la voiture, polissant chaque petit détail avec le soin d'un véritable artisan. Mamie ne répondit pas. Elle leva simplement la batte de nouveau et frappa le phare avant. Puis, le rétroviseur latéral. À chaque coup, une explosion de verre brisé retentissait dans l'air comme des feux d'artifice en pleine nuit. Au moins 5 voisins étaient déjà dehors. Appuyés contre leur clôture, ils observaient la scène en silence, stupéfaits. Monsieur Thompson, le voisin d'à accent grave côté, sortit son téléphone et commença à filmer. Il jugea que cela méritait d'être documenté. À cet instant, j'avoue que je me sentis honteux, sachant que tout le quartier parlerait de notre famille. Mais en même temps, un autre sentiment surgit en moi étrange, brutal, presque un soulagement. C'était comme si, enfin, quelqu'un avait fait ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Après le dernier coup, Mamie se redressa, planta ses yeux dans ceux de mon père et dit clairement. « Je vais t'apprendre une leçon. » Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Puis, d'une voix glaciale, elle demanda. « Tu veux savoir ce que ça fait de voir quelque chose que tu aimes être détruit sous tes yeux ?» Christine sortit en courant de la maison, le visage encore marqué par l'oreiller, en pleurs hystériques. À travers ses sanglots, elle cria. « Qu'est-ce que tu fais ? Cette voiture, c'est à mon père. » Ses larmes semblaient désespérées. Peut-être que, pour la première fois de sa vie, Christine comprenait que les actes ont des conséquences, et que cette fois, il n'y avait aucun échappatoire. Ma mère resta silencieuse sur le pas de la porte, tenant la main de mon père. Elle ne dit pas un mot. Son visage était marqué par une tristesse muette, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait, mais n'avait pas eu la force de l'empêcher. Elle resta là, observant les débris du véhicule détruit et les larmes de sa fille. Mon père demeurait immobile, fixant la voiture dans laquelle il avait investi 3 ans d'efforts. Ses yeux étaient rouges non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond. C'était un deuil silencieux, non seulement pour la machine perdue, mais aussi pour ce qui s'était brisé en lui. Mamie jeta un dernier regard autour d'elle, se tourna et s'en alla sans dire un mot de plus.
Elle laissa la batte de baseball à côté de la voiture détruite comme un message silencieux. Voilà ce qui arrive quand on n'enseigne pas le respect. Alors qu'elle et moi nous éloignions, le quartier resta silencieux, la regardant partir. Je savais que l'affaire ferait parler pendant des semaines, mais je savais aussi. Elle avait fait ce qu'il fallait. Ce matin-là, la vidéo de mamie détruisant la Mustang se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Elle fut postée sur le groupe local de Facebook avec le titre « Une grand-mère de 78 ans donne une leçon à son propre fils ». En quelques heures, la vidéo comptait déjà des centaines de vues et de commentaires. Les collègues de Christine commencèrent à lui poser des questions sur sa « grand-mère célèbre ». Lorsqu'on l'a reconnue dans la vidéo, elle s'assit à son bureau, le visage rouge de honte, essayant d'expliquer pourquoi sa grand-mère avait pris une batte pour détruire la voiture de son père. Mon père, furieux, appela la police. Mais il hésita lorsque les agents lui demandèrent s'il voulait déposer une plainte officielle. Il savait que cela ne ferait qu'amplifier le scandale, surtout avec l'enregistrement qui circulait partout. Finalement, il dit aux policiers « On va régler ça en famille ». Plus tard dans la journée, je téléphonais à mon père pendant ma pause au travail, voulant savoir comment il allait. Dès qu'il décrocha et que je commençais par « Salut, ça va ?» Il me coupa d'un cri. « Ta grand-mère a perdu la tête. Elle a humilié toute la famille. » En entendant ça, un tourbillon contradictoire m'envahit. D'un côté, je comprenais la douleur de voir quelque chose qu'on aime être détruit. Mais de l'autre, je savais. Mamie avait fait ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Elle avait défendu mon fils. Et au fond, c'était tout ce qui comptait. 3 familles qui étaient autrefois proches de mes parents évitent désormais de leur parler complètement. Quand mon père sortait chercher le courrier, il se contentait de saluer de la tête avant de rentrer rapidement chez lui. La distance et le silence lui donnaient un sentiment d'isolement dans ce quartier où il vivait depuis plus de 20 ans. Christine rentra à la maison après une longue journée de travail, humiliée. Pour la première fois, elle commença à montrer une véritable peur. Elle demanda à ma mère. « Qu'est-ce que mamie va faire maintenant ?» Pour la première fois, ma mère ne protégea pas sa fille. Elle répondit honnêtement. « Là, elle t'avait prévenu. Et tu n'as pas écouté. » Ces mots frappèrent Christine comme une gifle. Peut-être, pour la première fois de sa vie, comprit-elle que même sa mère n'était plus de son côté. Pour la première fois, Christine se sentit vraiment seule et effrayée de ce qui pourrait arriver ensuite. Quand ma mère me raconta ce qui s'était passé ce jour-là, je ne pouvais penser qu'à une chose. Était-ce enfin la leçon dont ils avaient besoin ? Peut-être que cette fois, quelque chose allait vraiment changer. 3 jours plus tard, l'avocat Abraham Miller se présenta chez mamie. Monsieur Miller était l'avocat de la famille depuis plus de 20 ans, un homme sérieux, toujours vêtu de son costume gris et portant la même vieille mallette en cuir. Mes parents furent convoqués pour une mise à jour du testament. Rien que l'appel de l'avocat avait mis tout le monde mal à l'aise. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais ce qui s'était passé 3 jours plus tôt planait encore sur la famille comme une ombre lourde. L'atmosphère dans la pièce était plus lourde que jamais. Monsieur Miller s'assit à la grande table avec une pile de documents légaux. Mamie occupait son fauteuil habituel, le menton appuyé sur la main, ses yeux analysant chaque personne présente. Mon père était assis à côté de ma mère sur le canapé, essayant de paraître calme, mais son agitation était évidente. Christine s'était recroquevillée dans un coin, les yeux rouges après une journée éprouvante. L'avocat ouvrit sa mallette et commença à lire à voix haute. À la demande de Madame Cynthia, nous procédons à la mise à jour du testament. À ce moment-là, mamie se leva et déclara fermement. J'exclus mon fils du testament, y compris tous les droits sur cette maison. Ce fut comme un coup de tonnerre pour mon père. Cette maison valait plus de 400 000 $, et il avait toujours compté sur cet héritage pour assurer sa retraite. Plusieurs fois, il avait dit à ma mère. Au moins, on n'aura jamais à s'inquiéter de savoir où vivre. Le silence qui suivit fut paralysant. Puis, mamie continua. Si Christine ne présente pas d'excuses à Jadon dans les 7 jours, elle sera également retirée du testament. Monsieur Miller poursuivit la lecture de la section révisée. Les biens seront distribués de la manière suivante. Brenda recevra 30%. Moi,
je recevrai 30%. Tay et Jadon recevront 20% chacun. Mon père frappa violemment la table. Sa voix tremblait de rage lorsqu'il cria. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je me suis occupé de toi toutes ces années. Mamie planta ses yeux dans les siens et répondit avec le même calme glacé qu'à son habitude. Oui, tu t'es occupé de moi. Mais tu n'as pas été capable d'apprendre à ta fille le respect des autres. Christine éclata en larmes. À cet instant, elle comprit enfin. Ce n'était pas seulement sa famille qui était en jeu, c'était aussi son avenir. Jamais elle n'aurait imaginé qu'une blague, lors d'une fête d'anniversaire puisse avoir des conséquences aussi graves. Ma mère resta silencieuse. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait la lanière de son sac avec force. La décision de sa belle-mère la bouleversait profondément, mais au fond d'elle, elle savait. C'était le résultat inévitable de toutes ces années à protéger Christine de toute responsabilité. La pièce était étouffante, tendue. À ce moment-là, tout le monde comprit, Mamie ne bluffait pas. Elle était entièrement prête à réécrire son testament pour défendre ses principes. Après avoir entendu les termes du Nouveau Testament, mon père se leva brusquement, le visage rouge de colère. Il quitta la réunion en claquant la porte si fort que le bruit résonna dans toute la maison. La manière dont il était parti montrait clairement. Il se sentait impuissant et vaincu par la décision de sa propre mère. Christine restait assise, pleurant à chaudes larmes, mais même entre deux sanglots, elle répétait encore. « Je n'ai rien fait de mal. » En entendant cela, une profonde déception m'envahit. Même avec l'héritage en jeu, ma sœur refusait encore d'admettre son erreur. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut la réaction de ma mère. Elle se leva, signa la reconnaissance de la mise à jour du testament et dit, d'une voix tranquille mais ferme. « Tu as fait ce qu'il fallait faire. » À cet instant, je compris qu'elle avait trop longtemps supporté la défense aveugle que mon père faisait de Christine. Désormais, elle pouvait enfin dire ce qu'elle gardait en elle depuis des années. Après tout cela, je serrai la main de Tay en silence et dis. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que Jadon soit traité avec respect. Et puis, quelque chose me surprit encore plus, la réaction de Jadon lui-même. Quand il entendit son nom cité dans le testament, il hocha simplement la tête, comme s'il comprenait le poids de ce qui venait de se passer. Monsieur Miller ajouta. La part de Jadon sera conservée dans un fonds fiduciaire, administré par ses parents, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Quand tout le monde fut parti, Mamie m'attira à l'écart et dit. Fils, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Et je compris exactement ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas d'héritage mais de donner une leçon à la famille, de respect et de responsabilité. C'est alors que Christine commença enfin à réaliser les conséquences réelles de ses actes. Elle n'avait pas seulement perdu le soutien de la famille, elle était désormais face à la possibilité concrète de perdre son héritage. Pour la première fois, Christine était tenue pour responsable, sans que personne ne vienne couvrir ses erreurs. Je la vis trembler, cherchant du regard quelqu'un pour la défendre. Mais il n'y avait que du silence. Des regards froids. Distants. Personne ne courut la consoler. Peut-être avait-elle enfin compris. Les actions ont des conséquences. Et tout le monde ne sera pas là pour t'en protéger. La réunion s'acheva dans un silence pesant. Tous savaient que cette famille avait changé à jamais. La première semaine après la décision de Mamie fut empreinte de tension et de pression. Tout le monde savait que Christine n'avait que 7 jours pour arranger les choses. Jour 1 et 2, mon père appela et alla chez Mamie plusieurs fois, tentant de la convaincre de revenir sur sa décision. Il promit qu'il apprendrait à Christine à devenir une meilleure personne. Mamie répondit seulement. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'excuser. Rien d'autre. Jour 3, Christine passa 3 heures devant l'ordinateur, essayant d'écrire un mail d'excuses à Jadon. Elle écrivit, réécrivit, corrigea. Mais au final, elle ne l'envoya pas. Au fond d'elle, elle croyait encore n'avoir rien fait de mal. Jour 4, la patience de ma mère prit fin. Elle regarda mon père droit dans les yeux et dit sans détour. Tu dois apprendre à être père, depuis le début. Jour 5, Christine m'appela. Sa voix tremblait. Je peux voir Jadon ? Je veux lui parler.
Je lui demandai si elle voulait vraiment s'excuser. Elle répondit. Je veux juste expliquer. Jour 6, T fut catégorique avec moi. Si elle vient ici seulement pour se justifier, et non pour s'excuser sincèrement, alors ça n'en vaut pas la peine. Jour 7, le dernier jour. Christine vint chez nous. Elle déclara vouloir clarifier le malentendu avec Jadon. Mais refusa encore d'admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. Lorsque le 7e jour s'acheva sans excuse sincère, Christine fut officiellement retirée du testament. Mamie fit exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. 2 semaines après la fête désastreuse, Mamie nous appela avec une proposition surprenante. Je veux organiser une nouvelle fête d'anniversaire pour Jadon. Une vraie fête. Rien que pour lui. La liste des invités était simple, nous, et les 5 amis les plus proches de Jadon. Les enfants qui n'étaient pas partis de la dernière fête, et qui comptaient vraiment pour lui. Le jardin de Mamie fut complètement transformé avec un nouveau thème. Une nuit d'honneur. Elle passa toute la semaine à tout préparer. Des drapeaux bleus accrochés, des boucliers en carton soigneusement faits à la main. Et elle commanda un nouveau gâteau dans une pâtisserie haut de gamme de la ville. Le gâteau était un château impeccable, recouvert d'un glaçage doré et orné d'une phrase écrite en sucre. Jadon, tu comptes. L'atmosphère était chaleureuse et paisible. Exactement comme Jadon l'avait toujours souhaité. Pas de cris, pas de chaos. Seulement le son des rires d'enfants qui voulaient vraiment être là. Mais le moment le plus émouvant arriva lorsque Mamie apparut avec un chiot Golden Retriever, un ruban rouge noué autour du cou. Elle regarda Jadon droit dans les yeux et dit. Il s'appelle Milo. Milo va te protéger. Il ne te fera jamais de mal. T fut submergé par les larmes en voyant notre fils sourire vraiment. Pour la première fois depuis 2 semaines, Jadon étreignit son arrière-grand-mère avec force et dit. Je t'aime tellement, mamie. À cet instant, je sus. C'était le véritable anniversaire de Jadon. Un jour où il fut vu, respecté et aimé exactement comme il aurait toujours dû l'être. La transformation de Jadon après cette fête fut tout simplement remarquable. Avant tout cela, mon fils était timide, craignait toute forme de confrontation et hésitait à s'exprimer. Il choisissait toujours le silence plutôt que d'affronter des situations inconfortables. Mais quelque chose en lui avait changé depuis que Milo était entré dans sa vie. Jadon était devenu visiblement plus confiant. Plus important encore, il avait appris à dire « non » quand quelque chose ne lui convenait pas. Je me souviens d'un moment en particulier, lorsqu'un camarade lui demanda de lui prêter son ensemble de Lego préféré. Jadon répondit, avec politesse mais fermeté. Non. À l'école, il raconta à ses amis l'histoire de son arrière-grand-mère courageuse qu'il avait défendue quand personne d'autre ne l'avait fait. Ses camarades furent émerveillés par l'histoire de cette grand-mère intrépide qui avait tenu tête même à sa propre famille. Ce dont j'étais le plus fier, ce fut quand Jadon décida de s'inscrire au club de débat de l'école. Avant, l'idée de parler en public l'effrayait. Désormais, il voulait défendre des idées, s'exprimer. Exister. Milo et Jadon devinrent inséparables. Il passait des heures à apprendre des tours au chiot et assuma l'entière responsabilité de ses soins, nourriture, promenade, hygiène, tout. Un soir, alors que j'observais Jadon jouer avec Milo dans le jardin, je me tournai vers Tay et dis. C'est un autre enfant, maintenant. Il sait qu'il mérite d'être respecté. Tay acquiesça, serra ma main et répondit. C'est le plus beau cadeau que ta grand-mère lui ait offert. Ce n'était pas seulement un chiot. C'était la confiance de se relever. C'était la force de se protéger. Alors que Jadon grandissait chaque jour plus sûr de lui. La vie de Christine, elle, s'effondrait. Au travail, ses collègues commencèrent à l'éviter après la viralisation de la vidéo montrant sa grand-mère détruisant la voiture de son père. Le scandale familial était devenu un sujet quotidien. Chaque fois que Christine entrait dans la salle de pause, les conversations cessaient brusquement. Les sourires s'effaçaient. Les regards se détournaient. Sa vie sociale en pâtit également. Ses amis commencèrent à se demander qui était la véritable Christine, après tout ce qu'ils avaient entendu. Certains des plus proches lui demandèrent sans détour. « Pourquoi as-tu fait ça à un enfant ?
Pour la première fois de sa vie, Christine dut affronter les véritables conséquences de ses actes, sans personne pour la protéger. Elle réalisa enfin que ce qu'elle appelait des « blagues » avait causé un vrai tort. Très vite, les pressions financières arrivèrent. Elle dut assumer seule le loyer, les factures, les courses. Des choses que mon père finançait jusque-là en silence. C'est là qu'elle commença à comprendre à quel point elle était dépendante de la famille. Et le pire ? Même mon père, sous la pression de ma mère, commença à s'éloigner d'elle. Ma mère fut claire. La protection aveugle est terminée. Christine doit grandir. Maintenant. Mon père commença enfin à prendre ses distances. Peu à peu, après plusieurs plaintes officielles concernant son comportement au travail, Christine fut contrainte d'entamer une thérapie. C'était la première fois qu'elle était forcée d'affronter honnêtement l'attitude toxique qu'elle refusait de reconnaître. La vie parfaite que Christine croyait avoir, s'était effondrée. La 3e semaine après l'incident, mon père commença à réfléchir à la profondeur avec laquelle il avait façonné ses enfants. Les nuits blanches et le poids de la perte de l'héritage l'obligèrent à affronter une vérité qu'il évitait depuis longtemps. Assis à côté de ma mère sur le canapé, une nuit, il demanda d'une voix tremblante. « Tu crois que j'ai détruit Christine ?» Cette question ouvrit la porte à des souvenirs douloureux. Il se rappela les centaines de fois où il avait protégé Christine durant son enfance. Mentant au professeur quand elle ne faisait pas ses devoirs. Payant en secret ses amendes de circulation. Couvrant toujours ses erreurs, convaincu que une fille devait être protégée. Mais maintenant, face aux véritables conséquences de ses choix, il voyait enfin les dégâts qu'il avait causés. Après avoir accepté ses torts, il décida de parler à Christine et de l'encourager à présenter de sincères excuses à Jadon. Mais lorsque, avec douceur, il lui suggéra d'assumer la responsabilité de ses actes, Christine éclata de colère. « Pourquoi est-ce que tu te retournes contre moi maintenant ?» Cette réponse le frappa comme un coup de poing. À cet instant, il comprit. Il avait créé un monstre, une fille incapable d'admettre qu'elle avait tort. Qui croyait, avec conviction, qu'elle avait toujours raison. Pour la première fois de sa vie, mon père choisit de se ranger du côté de sa mère. Et non de sa fille. Il prit le téléphone, appela mamie et dit. « Tu avais raison. J'ai échoué avec Christine. » Ce fut un tournant. Il choisissait enfin la vérité plutôt que la loyauté aveugle. Un après-midi tranquille de week-end, alors que t'emmenais Jadon chez mamie pour jouer avec Milo. Elle me demanda de lui parler en privé. Ce fut la première fois qu'elle s'ouvrit sur son propre passé. Nous nous assîmes ensemble sur un banc du jardin. Elle regarda l'horizon et commença à parler de son enfance. Elle raconta qu'elle avait dû commencer à travailler comme charpentière à 16 ans, après avoir perdu ses parents. Dans un monde dominé par les hommes, elle avait dû apprendre à se défendre, à protéger sa valeur face aux préjugés et à la discrimination. Puis elle dit quelque chose qui resta gravé en moi. Parfois, les gens doivent utiliser le marteau. Pas pour blesser, mais pour construire des limites. Des limites qui protègent le respect de soi. Et ce qu'on aime. Elle expliqua que ces barrières n'existent pas pour causer de la douleur. Elles existent pour protéger la dignité. Quand je lui demandai au sujet de la modification du testament, elle soupira. Elle admit regretter d'avoir laissé mon père gâter Christine pendant si longtemps. Trop longtemps, elle avait cru que l'amour seul suffisait à enseigner ce qui est bien ou mal. Mais la vie réelle lui avait prouvé le contraire. Je veux que Jadon grandisse en sachant qu'il mérite d'être aimé de la bonne manière. Sans accepter le manque de respect déguisé en affection, dit-elle. Après cette conversation, mamie commença à apprendre à Jadon à construire une petite étagère de ses propres mains. Il apprit à tenir un marteau, à fixer des clous, à mesurer avec précision. Mais je savais. Ce n'était pas seulement de la menuiserie. Elle lui enseignait quelque chose de bien plus grand. Comment construire le respect de soi. Comment comprendre sa propre valeur. Comment rester ferme face au monde, en sachant qu'il mérite d'être traité avec soin. Mamie n'enseignait pas seulement des outils. Elle montrait comment construire une vie fondée sur le respect. 2 mois après tout ce qui s'était passé, Christine écrivit enfin une lettre d'excuse sincère. Après plusieurs séances de thérapie.
Ce n'était pas un mail rédigé à la hâte. Ni un court message texte. Mon père commença enfin à prendre ses distances. Peu à peu, après plusieurs plaintes officielles concernant son comportement au travail, Christine fut contrainte d'entamer une thérapie. C'était la première fois qu'elle était forcée d'affronter honnêtement l'attitude toxique qu'elle refusait de reconnaître. La vie parfaite que Christine croyait avoir, s'était effondrée. La 3e semaine après l'incident, mon père commença à réfléchir à la profondeur avec laquelle il avait façonné ses enfants. Les nuits blanches et le poids de la perte de l'héritage l'obligèrent à affronter une vérité qu'il évitait depuis longtemps. Assis à côté de ma mère sur le canapé, une nuit, il demanda d'une voix tremblante. « Tu crois que j'ai détruit Christine ?» Cette question ouvrit la porte à des souvenirs douloureux. Il se rappela les centaines de fois où il avait protégé Christine durant son enfance. Mentant au professeur quand elle ne faisait pas ses devoirs. Payant en secret ses amendes de circulation. Couvrant toujours ses erreurs, convaincu que une fille devait être protégée. Mais maintenant, face aux véritables conséquences de ses choix, il voyait enfin les dégâts qu'il avait causés. Après avoir accepté ses torts, il décida de parler à Christine et de l'encourager à présenter de sincères excuses à Jadon. Mais lorsque, avec douceur, il lui suggéra d'assumer la responsabilité de ses actes, Christine éclata de colère. « Pourquoi est-ce que tu te retournes contre moi maintenant ?» Cette réponse le frappa comme un coup de poing. À cet instant, il comprit. Il avait créé un monstre, une fille incapable d'admettre qu'elle avait tort. Qui croyait, avec conviction, qu'elle avait toujours raison. Pour la première fois de sa vie, mon père choisit de se ranger du côté de sa mère. Et non de sa fille. Il prit le téléphone, appela mamie et dit. « Tu avais raison. J'ai échoué avec Christine. » Ce fut un tournant. Il choisissait enfin la vérité plutôt que la loyauté aveugle. Un après-midi tranquille de week-end, alors que t'es emmené Jadon chez mamie pour jouer avec Milo. Elle me demanda de lui parler en privé. Ce fut la première fois qu'elle s'ouvrit sur son propre passé. Nous nous assîmes ensemble sur un banc du jardin. Elle regarda l'horizon et commença à parler de son enfance. Elle raconta qu'elle avait dû commencer à travailler comme charpentière à 16 ans, après avoir perdu ses parents. Dans un monde dominé par les hommes, elle avait dû apprendre à se défendre, à protéger sa valeur face aux préjugés et à la discrimination. Puis elle dit quelque chose qui resta gravé en moi. Parfois, les gens doivent utiliser le marteau. Pas pour blesser, mais pour construire des limites. Des limites qui protègent le respect de soi. Et ce qu'on aime. Elle expliqua que ces barrières n'existent pas pour causer de la douleur. Elles existent pour protéger la dignité. Quand je lui demandai au sujet de la modification du testament, elle soupira. Elle admit regretter d'avoir laissé mon père gâter Christine pendant si longtemps. Trop longtemps, elle avait cru que l'amour seul suffisait à enseigner ce qui est bien ou mal. Mais la vie réelle lui avait prouvé le contraire. Je veux que Jadon grandisse en sachant qu'il mérite d'être aimé de la bonne manière. Sans accepter le manque de respect déguisé en affection, dit-elle. Après cette conversation, mamie commença à apprendre à Jadon à construire une petite étagère de ses propres mains. Il apprit à tenir un marteau, à fixer des clous, à mesurer avec précision. Mais je savais. Ce n'était pas seulement de la menuiserie. Elle lui enseignait quelque chose de bien plus grand. Comment construire le respect de soi? Comment comprendre sa propre valeur? Comment rester ferme face au monde, en sachant qu'il mérite d'être traité avec soin? Mamie n'enseignait pas seulement des outils. Elle montrait comment construire une vie fondée sur le respect. 2 mois après tout ce qui s'était passé, Christine écrivit enfin une lettre d'excuse sincère. Après plusieurs séances de thérapie. Ce n'était pas un mail rédigé à la hâte. Ni un court message texte. La lettre faisait 3 pages manuscrites. Christine y admettait pleinement qu'elle avait eu tort. Elle reconnaissait l'impact profond de ses actes sur Jadon et promettait de travailler à devenir une meilleure personne. Elle n'essaya pas de se justifier. Elle ne rejeta la faute sur personne. Elle assuma l'entière responsabilité d'avoir blessé son neveu. Christine choisit d'envoyer la lettre par la poste, au lieu de la remettre en main propre, comprenant que notre famille avait encore besoin d'espace et de temps. Lorsque la lettre arriva,
nous nous assîmes ensemble et l'allûmes avec Jadon. Il écouta attentivement pendant que je lisais, à voix haute, chaque ligne. Puis, il resta silencieux un moment avant de dire calmement. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Et je respectais cela. La lettre représentait un véritable progrès de la part de Christine. Mais reconstruire la confiance prend du temps. Elle commença également à faire du bénévolat auprès d'enfants dans un centre communautaire local, apprenant à créer des relations saines et respectueuses. C'était un signe clair qu'elle essayait vraiment de changer. À l'approche de l'anniversaire suivant de Jadon, j'acceptais que Christine lui envoie une carte d'anniversaire. Mais pas qu'elle participe en personne. Un petit pas. Mais significatif. Mon père et Christine durent aussi reconstruire leur relation. Cette fois, sur la base du respect mutuel, et non de la protection aveugle. Ce ne fut pas facile. Mais c'était nécessaire pour eux deux. La guérison, tout comme la croissance, prend du temps. Mais, pour la première fois depuis longtemps, nous sentions que nous allions dans la bonne direction. 6 mois après tout cela, je partageais notre histoire dans un podcast. Je voulais parler des leçons dures, mais essentielles, que notre famille avait apprises. J'exprimais ma profonde gratitude envers ma grand-mère, qui avait eu le courage de se lever alors que le reste d'entre nous était resté silencieux. Elle nous avait tous appris la valeur d'imposer des limites émotionnelles, en particulier vis-à-vis des enfants. Le principal message que je voulais transmettre était le suivant. Apprendre à un enfant à se protéger et à s'exprimer quand il est irrespecté n'est pas facultatif. C'est essentiel. Personne, pas même la famille, n'a le droit de blesser nos enfants sous prétexte que c'est juste pour rire. Jadon n'est plus le petit garçon timide et réservé d'autrefois. Aujourd'hui, il est calme, posé, et sait aimer et être aimé de manière saine. Mais surtout, il sait qu'il mérite le respect. Notre famille, Jadon et moi, est plus unie que jamais. Nous avons des limites claires, un respect mutuel et un profond sens de protection les uns envers les autres. Nous avons appris à nous exprimer. À ne plus nous taire. Dans le podcast, j'ai dit. Mon fils a un véritable héros. Et ce héros, c'est son arrière-grand-mère. J'ai conclu l'épisode avec l'image de Jadon, assis dans le salon à côté de Milo, lisant un livre. Confiant. Serein. Heureux. Dans l'espace que nous avons tant lutté pour lui construire. Quant à Christine, elle est encore en chemin vers la guérison. J'ai laissé la porte ouverte à une réconciliation. Mais à une seule condition. Elle doit respecter mon fils. La dernière leçon que j'ai partagée fut. La vraie famille, ce n'est pas accepter les comportements nocifs. La vraie famille, c'est créer un espace où chacun est respecté et protégé. Voilà notre histoire. Un gâteau d'anniversaire. Une grand-mère courageuse. Et une leçon sur l'importance de tracer des limites pour protéger ceux que nous aimons. C'est ici que mon histoire se termine. Mais avant de partir, je veux vous laisser une question. Que feriez-vous si quelqu'un enfonçait le visage de votre enfant dans un gâteau d'anniversaire? Resteriez-vous silencieux simplement parce que c'est de la famille? Ou vous lèveriez-vous pour protéger votre enfant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux connaître votre avis. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est une véritable preuve que l'amour ne signifie pas fermer les yeux sur les erreurs, mais avoir le courage d'imposer des limites même lorsque cela fait mal. La grand-mère n'a pas seulement défendu son arrière-petit-fils, elle a montré à tous que le respect n'est pas négociable, même au sein de la famille. Bien souvent, ce sont ceux que nous aimons le plus qui ont besoin d'entendre un « ça suffit ». Et c'est ce « ça suffit » qui a transformé à jamais la vie de Jadon, lui offrant confiance, dignité et la certitude qu'il mérite d'être respecté.